Science publique avec cette question, la Cour suprême va-t-elle supprimer le droit constitutionnel à l'avortement depuis qu'un avis non définitif a fuité dans les médias? Pro et anti-IVG se mobilisent aux États-Unis. Samia de Chien. Des chants, des slogans et des foules immenses rassemblées pour le droit à l'avortement. Depuis lundi, la mobilisation ne faiblit pas. Ce jour-là, le site Politico révèle que la Cour suprême s'apprête à revenir sur l'arrêt Roe versus Wade, la décision fondatrice du droit à l'avortement aux États-Unis. Je suis ici pour vous dire que nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas à une époque où nous utilisions des cintres en fil de fer. Ni maintenant, ni jamais. C'est effrayant, c'est dévastateur, mais je suis définitivement motivée pour continuer à me battre et nous allons faire en sorte que l'accès à l'avortement soit maintenu. Tout est parti d'une loi de l'État du Mississippi interdisant l'avortement au-delà de 15 semaines. La Cour suprême est chargée d'examiner ce texte en contradiction avec le fameux arrêt Roe versus Wade de 1973 qui reconnaît le caractère constitutionnel du droit à l'avortement. Si elle décide d'abroger cette jurisprudence, alors les États-Unis reviendront à la situation d'avant 1973 où chaque État était libre d'autoriser ou non l'avortement sur son sol. De nombreux États ont promulgué ce que nous appelons des lois d'activation. Dès que Roe versus Wade sera annulé, ces nouvelles lois criminalisant l'avortement entreront en vigueur. Cela se produira dans environ la moitié des États-Unis. Sur les 50 États américains, plus de 25 reviendraient à une législation hostile à l'avortement. La menace d'un retour en arrière de presque 50 ans sera au cœur de la campagne des élections de mi-mandat prévues en novembre prochain. Pour mobiliser le camp démocrate, Joe Biden a lui-même accusé les conservateurs de vouloir aller plus loin s'il gagnait la majorité au Congrès. Que se passera-t-il si un État change la loi en disant que les enfants LGBTQ ne peuvent pas être en classe avec d'autres enfants? Qu'est-ce qui va être attaqué ensuite? Sur les 9 membres de la Cour suprême américaine, 6 sont des conservateurs, dont 3 ont été nommés par Donald Trump. Ils ont jusqu'au 30 juin pour rendre leur décision. Est-ce la fin du droit à l'avortement aux États-Unis? Quelle influence les idées de Donald Trump ont à la Cour suprême, plus généralement encore dans la société américaine? Et puis on peut même aller plus loin sur le poids politique de la religion chrétienne dans certains États. Voilà les thèmes que l'on va aborder dans ce débat avec Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, autrice de La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. C'est aux éditions Kalman Levy. J'accueille également François Durper. Bonsoir. Bonsoir. Historien à l'université de Cergy-Paris, spécialiste des États-Unis, auteur de Élysée. Alors c'est pas sur notre thème, mais c'est votre dernier ouvrage. C'est une bande dessinée publiée chez Mourad Maurice Éditions. J'accueille également Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocat international et vice-président du Cercle de réflexion France-Amérique. Mathieu Croissando, toujours à mes côtés. Marie-Cécile Nave, la Cour suprême, on l'a vu dans le sujet, n'a pas encore pris sa décision. Est-ce qu'elle peut changer d'avis ? Là, c'est un brouillon qui est sorti, qui a fuité. Donc, oui. Évidemment, il faut être prudent. Mais quand même, il y avait déjà un certain nombre d'indices qui montraient que c'était plutôt la tonalité qui allait être celle de la décision rendue dans le cas du Mississippi dont on a parlé dans votre reportage. Donc, ça paraît quand même assez peu probable que le document qui finalement soit rendu officiel diffère énormément de ce qui a fuité, plus ou moins malencontreusement. Alors justement, François Durper, est-ce qu'elle est déjà surprenante? Est-ce que c'est déjà arrivé une fuite de ce type venant de la Cour suprême? Il y a eu des mini-fuites, mais pas des fuites à ce niveau-là. 98 pages de brouillon, c'est le first draft, c'est quand même très inédit. Et donc la première question qui se pose, c'est à qui profite le crime, à qui profite la fuite? Pourquoi? Le fameux Scalia Antonin, le grand juge de la Cour suprême, disait à tous les personnels de la Cour suprême, si jamais si vous allez dans les médias pour diffuser quoi que ce soit, je vais vous faire une vie tellement impossible, vous allez vous en rappeler. Donc c'est quand même une tradition de secret. Certains disent c'est plus secret que le Pentagone ou que le FBI. Il n'y a rien qui sort de la Cour suprême. Alors pourquoi ce sanctuaire n'en est plus un? Certains disent c'est peut-être un coup de la gauche, de quelqu'un qui voudrait que on se mobilise, qu'il y ait quelque chose, et il y a déjà des premières mobilisations.
D'autres se disent c'est plutôt vraisemblablement un coup des conservateurs parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Sans doute le juge Roberts, c'est-à-dire le Chief Justice, le juge en chef, lui, il n'est pas tellement favorable. Alors, il est hostile au droit à l'avortement, il est conservateur, mais il est protecteur de l'institution. Et donc, comme protecteur de l'institution, il veut pas il veut peut-être qu'on grignote le droit à l'avortement, mais pas qu'on aille aussi loin que de remettre en cause Roe. Donc, il se dit qu'il était en train d'essayer de convaincre le juge Barrett et le juge Kavanaugh de changer d'avis. Mince, c'est publié, c'est figé. La presse en parle, la presse internationale en parle. Donc ce first draft risque d'être au final... et puis il y a une dernière interprétation qui est de dire, en plus, c'est une manœuvre de diversion. C'est-à-dire, par exemple, là, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle de ça, du secret de la Cour suprême. Oui. Pour ne pas parler du droit à l'avortement, c'est peut-être une fuite orchestrée par la droite américaine. Et ça marche plutôt bien. Oui. La moitié des articles aux États-Unis sont consacrés à ce secret éventé plutôt qu'au droit à l'avortement. Alors, dans ce débat, évidemment, on va passer beaucoup plus de temps sur le droit à l'avortement. On va pas se laisser faire. Plutôt chez les Républicains, d'ailleurs, parce que les démocrates sont sur le fond. Et c'est vrai que chez les Républicains, on est beaucoup sur l'investigation qui a fait ça. Voilà, on est sur la forme plutôt que le fond. Parce que ça fragilise quand même un peu la Cour suprême, cette fuite. C'est vrai que le rôle d'un juge n'est pas de faire de la politique. Et donc, l'idée, c'est que malgré tout, en l'espace de 30 ans, on a vu se politiser à l'extrême la Cour suprême. Alors, c'est vrai que la nomination d'un juge à la Cour suprême, ça a toujours été un élément politique parce que précisément la Cour suprême, dans un système où la justice a son importance, la Cour suprême est garant de la Constitution. Mais on a bien vu aussi au cours des 3-4 dernières nominations que les sénateurs, lors des auditions, on insiste beaucoup sur les opinions personnelles, sur les opinions religieuses, sur l'environnement social du juge, alors qu'on se serait attendu qu'on s'apesantisse beaucoup plus sur les décisions elles-mêmes qui ont été rendues, l'économie sociale ou politique d'une décision, plutôt que la conviction du juge. D'ailleurs, lors de la dernière audition, le juge Ketanji Brown Johnson a bien précisé, elle a dit, au fond, moi, je vais appliquer mon serment de magistrat, de vivre les choses de manière indépendante, de juger les faits par rapport à la loi et de manière neutre. Donc elle a rattrapé ce côté parce qu'il y avait une présomption contre elle, parce que proposée par un président démocrate, il y avait une sorte de présomption de laxisme, par exemple, en matière criminelle. Oui. Alors vous avez fait référence, vous avez dit Roe, c'est cet arrêt. Il faut évidemment très vite dans ce débat avec Alexandre Pourchard expliquer de quoi on parle, cet arrêt de la Cour suprême de 1973, Roe versus Wade, décision qui a fait jurisprudence et qui va peut-être être cassée. Alors, il faut nous raconter l'histoire de cette décision. Oui, car c'est un tournant dans l'histoire des États-Unis. Alors, tout commence 3 ans plus tôt, en 1970, avec cette femme, Norma McCorvey. C'est une mère célibataire de 21 ans, enceinte pour la 3e fois. Elle souhaite avorter, mais l'État dans lequel elle vit interdit l'avortement. C'est le Texas. Alors, elle décide de porter l'affaire en justice devant le tribunal de Dallas. Et pour le procès, elle change même de nom. Elle se fait appeler Jane Roe. Et face à elle, pour défendre l'interdiction de l'avortement, il y a le procureur de Dallas, Henry Wade. C'est pour ça qu'on parle d'arrêt Roe versus Wade. Et dans un premier temps, Jane Roe perd son procès face à Wade, mais elle décide de faire appel devant la plus haute juridiction des États-Unis, la Cour suprême. Et 3 ans plus tard, tout bascule. 7 juges sur 9 de la Cour suprême adoptent l'arrêt suivant. Je le cite, le droit au respect de la vie privée, présent dans le 14e amendement de la Constitution, est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Et donc, les juges concluent que l'État du Texas viole la Constitution en interdisant l'avortement. Et donc, c'est une jurisprudence qui va se décliner et qui va autoriser l'avortement jusqu'au seuil de viabilité du fœtus, c'est-à-dire entre 22 et 24 semaines. Mais le problème, c'est que cette décision de la Cour suprême, Alexandre, elle a des limites dans sa rédaction. C'est ça ? Oui, car dans cet arrêt de 1973, il est stipulé que le respect de la vie privée qui protège ce droit à l'avortement, ce n'est pas un droit absolu et qu'à un certain stade, les intérêts de l'État et la protection de la santé, des critères médicaux et de la vie prénatale deviennent dominants. Donc cela crée une ambiguïté et cela permettra par la suite à certains États de mettre en place quand même des restrictions à ce droit à l'avortement. Et d'ailleurs, la fragilité de cet arrêt de 1973, les manifestants américains pro-avortement
l'avortement. Ils en sont conscients. Cet arrêt de la Cour suprême a toujours été voué à l'échec. Je suis en faveur de l'avortement, mais constitutionnellement, ce n'est vraiment pas soutenu dans le texte. Ça a toujours été une solution temporaire. Je blâme davantage les démocrates qui, pendant 50 ans, ont eu l'occasion de garantir ce droit par un amendement ou par une loi, et ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est intéressant de voir que, bien sûr, le camp des Républicains fait pression pour interdire le droit à l'avortement, mais que le camp des démocrates n'a peut-être pas fait assez pour sécuriser ce droit. Merci Alexandre. Effectivement, Marie-Cécile Nave, les démocrates auraient pu faire sécuriser ce droit ? Oui, il n'y a pas de loi fédérale, comme il en existe une ici en France, par exemple. Il n'y a pas de loi fédérale. Et d'ailleurs, les débats qui sont aujourd'hui en cours dans la société américaine et qui sont portés par un certain nombre d'élus démocrates, plutôt de l'aile gauche du Parti démocrate, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etc., disent qu'il faut absolument maintenant voter une loi fédérale. Ça paraît assez peu possible, voire impossible, parce que ça serait une loi qui nécessiterait les 2/3 de la majorité au Sénat pour passer l'obstruction des Républicains, et ça ne fonctionnerait pas. Donc effectivement, c'est un droit qui est extrêmement fragile, et on rappelle aussi que la Constitution des États-Unis, c'est la seule constitution en démocratie qui n'indique pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est une constitution même dans laquelle le mot femme n'apparaît pas ou très peu. Ouais. Jean-Claude Boujour, il faut peut-être expliquer à ce point de notre débat ce qu'est l'importance de la Cour suprême dans le droit américain. Parce que c'est quand même assez différent de ce qui se passe... Nous, on n'a pas eu... Nous, ça n'est que depuis un peu de temps que le Conseil constitutionnel joue un rôle aussi élaboré qu'il le fait aujourd'hui. Nous n'avons pas ce mécanisme, alors qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'au-dessus, il y a une vision très stricte. Aux États-Unis, comme disent certains, c'est la loi qui est le pilier, c'est l'État de droit, c'est la loi qui est le pilier du système, là où en France, c'est l'État. Donc on n'est pas sur la même conception. Donc pour un Américain, le fait qu'il y ait un système judiciaire et un juge qui tranche, c'est jusqu'au bout sa garantie maximale. Donc c'est vrai que la Cour suprême demeure le pilier de recours, l'élément de recours de n'importe quel citoyen américain. Et pour l'Américain, le fait qu'il puisse recourir à la justice, c'est le sacro-saint, c'est l'équivalent de notre État. Donc c'est pour ça que la position de la Cour suprême et ce d'autant que la Cour suprême va beaucoup plus loin que simplement le droit. Il faut bien qu'on comprenne qu'il y a deux doctrines à la Cour suprême. Ceux qui sont partisans, et c'est ce qu'on appelle les conservateurs, d'une application stricte du texte, et donc comme il a été écrit il y a plus de 2 siècles, et ceux qui disent le texte, comme un certain nombre les progressistes qui disent le texte a vocation à être interprété dans un contexte normal, immédiat et au quotidien. Donc c'est vrai qu'on voit s'affronter deux doctrines. Mais ça veut dire que vraiment pour bien comprendre, je pose des questions de Béotien, mais il juge sur la base de la Constitution américaine ? Oui, mais comme tout texte, lorsque vous avez des faits, vous interprétez les faits par rapport au texte. Alors il y a 2 catégories de textes. Des textes qui sont hyper simples. La majorité, quand elle est à 18 ans, c'est pas compliqué. Ça, on n'a pas besoin d'y passer 6 mois. Mais lorsqu'on vous dit le droit à la vie privée, c'est quoi le droit à la vie privée ? Vous voyez, c'est quoi la vie privée il y a 2 siècles ? C'est quoi la vie privée aujourd'hui ? On le voit bien, même chez nous. On a des sujets qui sont difficiles d'élaboration. Et là, le juge, le juriste, le travail du juriste, c'est de réfléchir, y compris en allant beaucoup plus loin que le texte, en regardant un peu la philosophie, voire en regardant ce qui se fait ailleurs. Le juge Brière, par exemple, qui est un francophile et un francophone, s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait en Europe pour avoir des concepts, pour avoir... Donc voilà, il y a vraiment un travail de réflexion. Et ce que dit Samuel Alito, il dit, finalement, le droit à l'avortement n'est pas véritablement... C'est pas dans notre culture, c'est pas dans la culture de notre Constitution. Pardon, mais Samuel Alito, c'est l'un des juges, qui est l'auteur de l'opinion, qui pourrait être l'opinion majoritaire, parce qu'il peut y avoir des opinions dissidentes. Que les choses soient claires pour tout le monde. Beaucoup de réactions aux États-Unis. Vous avez cité Elizabeth Warren, qui est sénatrice démocrate, ancienne candidate aux primaires démocrates. Elle faisait partie des manifestants devant la Cour suprême. On l'écoute. I'm madder than hell.
Je suis hors de moi parce que nous avons une Cour suprême des États-Unis extrémiste où 5 personnes pensent qu'elles peuvent dicter leurs lois à des dizaines de millions de femmes à travers ce pays. Ils pensent qu'ils peuvent décider pour nos vies. Eh bien, ils ont tort. Elisabeth Warren qui combat évidemment les pro-life, le lobby anti-avortement. Marie-Cécile Nave, ce lobby pro-life, il est, pour bien prendre conscience c'est de sa puissance. Qu'est-ce qu'il représente aux États-Unis aujourd'hui? Et peut-être depuis quand il travaille la société américaine? Depuis en gros les années Reagan, c'est-à-dire c'est tout un mouvement qui se met en place justement pour prendre la revanche sur les années de libération des droits des femmes, presque la revanche sur mai 68 en fait. Toute cette révolution conservatrice qui se met en place dès le début des années 80. C'est un mouvement qui est ultra minoritaire aujourd'hui dans la société américaine. Il faut bien prendre conscience de ça. Les 2 tiers des Américains, ça dépend des États évidemment, les 2 tiers des Américains sont favorables au droit à l'avortement aujourd'hui. C'est une société qui est beaucoup plus moderne qu'on pourrait le penser de ce côté-ci de l'Atlantique. En revanche, ces militants-là, ils sont extrêmement influents, extrêmement puissants. Depuis les années 80, ils sont financés aussi par des groupes économiques qui ont intérêt à ce que ces idées-là se propagent, et ils sont extrêmement puissants en termes de lobbying politique auprès des élus. On voit bien d'ailleurs que c'est un enjeu avant tout local, avec une Amérique qui aujourd'hui est coupée en deux, très clairement qui est coupée en deux entre des États qui sont très défavorables à l'avortement, et puis d'autres dont on parle peu dans ce débat, mais qui le défendent, et qui même ces derniers jours, ces derniers mois, ont mis en place des mesures pour sanctuariser le droit et ouvrir des cliniques, débloquer des fonds pour ouvrir des cliniques pour accueillir les femmes des États voisins qui sont privés de ce droit. Mathieu ? Est-ce que, comme le disait dans le reportage, comme le disait Alexandre tout à l'heure, les démocrates ont joué avec le feu en ne sanctuarisant pas ce droit à l'avortement par une loi, et s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Est-ce que c'est par la peur de ces lobbies? Est-ce que c'est la peur d'en faire un sujet de société qui aurait été trop clivant? Ils ont sous-estimé le danger, et c'est aussi vraiment une capacité de mobilisation sur le terrain, de militantisme sur le terrain qui est très très inégale d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Vraiment, il y a un militantisme ultra-conservateur qu'on a retrouvé aussi sous d'autres formes au moment du Tea Party, oui. Si vous vous en souvenez, dans les années 2010-2013, très très influent, avec une proximité vis-à-vis des politiques, une capacité à se faire financer aussi, qui est supérieure aux associations de défense des droits des femmes. Et puis, il n'y a pas simplement l'avortement qui est interdit ou gêné dans certains États, mais on va jusqu'à dire qu'on pourrait engager des procédures contre ceux qui apportent leur concours. La caricature, c'est le chauffeur de taxi qui, même on pourrait aller plus loin, même non intentionnellement, c'est-à-dire que même s'il n'est pas, et qui pourrait être poursuivi au point qu'Uber a dit, moi j'assurais la défense de ceux qui ici ou là pourraient être poursuivis. Donc vous voyez, ça va très loin. Il y a des États qui n'autorisent pas l'avortement, et on criminalise le fait d'aller se faire avorter dans un autre État. Donc vous voyez, il y a une forme de peur. Mais c'est surtout la peur, même si ça ne fonctionne pas en réalité parce que c'est trop compliqué. Mais il y a une forme de peur. Mais alors c'est intéressant parce que alors il y a ça, mais il y a aussi des États qui dès aujourd'hui se positionnent, je pense à la Californie, comme défenseurs de ce droit à l'avortement. François Durper. Donc ce qui peut se passer, mais bon, on imagine que la Cour suprême soit sur la ligne de ce premier draft, comme vous l'avez dit. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les femmes américaines ne pourront plus avorter. On est bien d'accord? Pas du tout. Exactement. En fait, c'est pas le passage à une nationalisation de l'autorisation à l'avortement, à une interdiction nationale. Pas du tout. Et d'ailleurs, si on dit 70% des Américains sont favorables à ne pas revenir sur Roe versus Wade, il faut regarder un peu plus loin l'enquête. Si on leur explique que revenir sur Roe versus Wade, ce n'est pas interdire l'avortement, il n'y a plus que 50-50. Il y a 50 de pro-life, 50 de pro-choice. En fait, l'Amérique est encore moins divisée que cela. Parce que quand on pose une question complexe, les Américains répondent de manière complexe. Quand on leur demande avortement, droit à l'avortement au premier trimestre, ils sont 60% à dire oui. Quand on leur demande droit à l'avortement au deuxième trimestre, ils sont 28% à dire oui. Donc c'est
ça va être des États désunis face au droit à l'avortement, mais en fait, les Américains sont beaucoup plus complexes que cela. Donc ça, c'est pour l'opinion américaine. Après, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, vous connaissez la fable de La Fontaine, que l'on soit puissant ou misérable. Là, que l'on soit dans l'Idaho ou que l'on soit en Californie. Évidemment, ça va pas être la même chose. Vous imaginez qu'une femme qui est dans l'Idaho, elle pourra pas faire des milliers de kilomètres pour se déplacer. Mais vous disiez même qu'elle pourrait être attaquée pour avoir changé d'État pour les faire avorter. Jean-Claude a mis le point sur un point très intéressant. C'est les conflits interétatiques qui vont se produire. Petit 1, est-ce que un État peut, comme c'est par exemple le cas du Missouri, interdire qu'on aide une femme à changer d'état pendant qu'elle est enceinte pour pouvoir accéder au droit de l'avortement ailleurs? 2, est-ce qu'un État peut donner sa protection sociale à une femme qui est originaire hors de l'État? 3, est-ce qu'on peut avorter via Internet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des frontières d'État. Vous pouvez très bien avoir... Donc, risque en matière d'automédication de qu'est-ce qu'on fait quand maintenant on est dans une... Et puis, quatrième et dernière complication, quid de la loi fédérale, de la loi de l'État fédéral? Par exemple, il y a une loi fédérale qui dit en cas d'urgence, tous les hôpitaux du pays doivent ouvrir, notamment une femme, par exemple, qui aurait un problème médical et qui devrait subir une intervention. Eh bien, là, il y a une loi fédérale qui est au-dessus de la loi d'État. Vous voyez un petit peu tous les enjeux que recouvre cela. Et là, le combat beaucoup des progressistes, c'est de se dire, il faut au moins avoir accès, là maintenant, à une contraception gratuite et qui passe pas par les médecins. Ça, c'est un enjeu important. La marge de manœuvre de Biden, question, alors là, pour le coup, très politique. Ah oui. On a les élections de mi-mandat qui approchent. Elle est faible sur il a dit un truc très très simple. Biden, il a dit... Ce qu'a dit Jean-Claude, ça va ouvrir la boîte de Pandore à toutes les lois sur la protection. Parce que ce que dit Alito dans le texte, c'est 98 pages. Il dit que si c'est pas inscrit dans la tradition américaine, ce que vient de dire Jean-Claude, si c'est pas inscrit dans la tradition américaine, et si la Constitution ne le protège pas, alors il y a plein de choses. Pensez 2015. Le mariage homosexuel en 2015, ça va y passer. Alors et le rêve des Républicains d'un dernier mot, c'est pas que ça soit fédéralisé État par État. Le rêve des Républicains, c'est de sanctuariser ce que les démocrates n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire de sanctuariser une nationalisation de l'interdiction. C'est ça qu'ils veulent faire. Cette déclaration de Joe Biden, on l'a récupérée, c'était il y a 2 jours. Effectivement, il met en garde sur d'autres combats à venir. On écoute le président américain. Joe Biden. Le documentaire de la décision, tel qu'il a été publié et confirmé, toute une série d'autres droits serait en question. Toute une série d'autres droits. Et l'idée de laisser les États prendre ces décisions, les localités prendre ces décisions, serait un changement fondamental par rapport à ce que nous avons fait. Donc ça va bien au-delà, à mon avis. Si cela se confirme et si ce qui est écrit et ce qui reste, cela va bien au-delà de la question de savoir s'il existe ou non un droit de choisir. Cela concerne d'autres droits fondamentaux, comme le droit de se marier. Jean-Claude Beaujour, donc là il anticipe d'autres arrêts de la Cour suprême. Alors je crois que le président Biden anticipe une question, c'est quand même un homme expérimenté. Oui. Il anticipe un contexte politique qui est maximum. Il ne nous aura pas échappé, vous avez projeté tout à l'heure la réaction de Mme Warren, qui est quand même sénatrice. Il n'est pas aussi fréquent de voir un élu avoir une position aussi forte vis-à-vis d'une juridiction. Généralement, on dit qu'on ne commence. C'était d'une violence. En général, on ne s'attaque pas aussi violemment à la Cour suprême. On peut regretter, on emploie des mots. Je trouve qu'on emploie des mots beaucoup plus fournis pour pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. On dit là, et d'ailleurs, le président Biden avait dit qu'il regrettait. Là, viscéralement, elle a dit comment 5 personnes, c'est remettre en cause. Je trouve que c'est une expression qui tente à même remettre en cause l'existence, la légitimité de la juridiction. Elle dit 5 personnes peuvent décider de notre vie, de votre vie. C'est vrai quand même. Si vous étiez une femme, vous ne diriez pas ça, je pense. Attendez, non, madame, je
peux pas vous laisser dire ça parce que précisément, je dis que le sujet va beaucoup plus loin. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Je dis que dans cette expression, on sent qu'il va y avoir un combat politique âpre. Voilà, exactement. Et on peut imaginer que Joe Biden en profite pour pouvoir mobiliser son électorat. Le Sleepy Joe dont on parlait, eh bien, il va mobiliser un maximum sur tous ces sujets. Parce que Marie-Cécile Naves, vous parliez tout à l'heure du lobby pro-life, mais les mouvements féministes, si on parle de l'influence de Trump et du mandat de Donald Trump, ce sont peut-être ceux qui ont été les plus présents. Les féministes ont été très présentes pour combattre Donald Trump très vite. Oui, c'est les premières forces d'opposition à Trump dès janvier 2017 avec les Women's March. Et les féministes ont œuvré énormément pour la victoire de Biden en 2020. Ça, c'est vraiment en grande partie grâce aux féministes, pas seulement, mais qu'il accède au pouvoir. Mais ça reste quand même une institution, la Cour suprême, qui est ultra-conservatrice et qui s'est vraiment polarisé, qui s'est politisé avec le temps, beaucoup plus qu'au début des années 70. C'est aussi les conservateurs à l'époque qui votent l'accès à l'avortement. Mais ce que dit Biden quand il parle d'autres combats à venir, etc., c'est que la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, elle est aussi fondée sur le 14e amendement et la question du droit à la vie privée. Donc c'est le même principe qui fonde l'arrêt Roe versus Wade et l'arrêt de 2015. Il fait de la politique, il veut gagner les élections mi-terme, et donc les démocrates, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, n'envoyez pas des démocrates au Congrès, envoyez des pro-choice au Congrès. C'est ça qui va se passer. Si vous voulez, et non, c'est pas seulement au Congrès, parce que c'est pas le Congrès là qui est vraiment en jeu, envoyez des gouverneurs démocrates, parce que ça va être État par État. Donc faites en sorte qu'il y ait si vous voulez défendre ce droit, faites élire des gouverneurs. Exactement. Que l'État le protège. Faites en sorte qu'il y ait beaucoup d'États pro-choice, ça va être l'État. Et est-ce que c'est un bon pari ? D'abord, il faut dire que la question de l'avortement est plus une question, on dit souvent, ça fait partie des guerres culturelles de l'Amérique. Pas tellement dans les dernières années. C'est pas tellement une guerre culturelle. Les guerres culturelles, par exemple, si vous êtes au milieu de la table, vous lancez l'immigration. Trump est peut-être passé par là, mais là, c'est une thématique vraiment extrêmement prégnante. Quand vous prenez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, le thème du droit à l'avortement, alors peut-être parce que c'était inscrit un peu dans les têtes, personne s'imaginait que Roe vs Wade, qui est quand même extrêmement audacieux, on parle de 22 semaines. Vous imaginez, en France, par exemple, on critique la loi du Mississippi en disant que c'est extrêmement conservateur, c'est l'Amérique puritaine, c'est 15 semaines le Mississippi. La France, c'est 12 semaines. Il n'y a pas que le nombre de semaines, il y a aussi les cliniques qui ferment, les conditions drastiques qui sont imposées aux médecins. Encore une fois, moi je suis complètement favorable, si ça peut être clair, je suis favorable à Roe versus Wade. Il n'y a pas que le nombre de semaines. Non, mais tout à fait. Mais c'est important de dire que quand la Cour suprême, qui était conservatrice, a dit en 1972 Roe versus Wade, l'opinion publique n'était pas très très avancée sur cette question. Donc c'est quelque chose d'extrêmement audacieux. Et là, ce qu'a dit Marie-Cécile est tout à fait juste. C'est-à-dire que là, elle fait de la politique, la Cour suprême. On s'imaginait un grignotage du droit à l'avortement. On s'imaginait pas qu'ils remettent en cause aussi rapidement quelque chose d'aussi fondamental. C'est pour ça que le juge Roberts, qui est conservateur, lui se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Ils sont en service commandé de Donald Trump. Et les pro-life, l'argument, il n'est que religieux. Ou ça dépasse la seule religion. Mais non, regardez par exemple, Alito dit des propos, il y a quand même des propos dans les 98 pages qui vous font un peu vomir. Alito dit à un moment donné, le maximum de fœtus qui ont été tués, ce sont des fœtus afro-américains. Pourquoi il dit ça, Alito ? Parce qu'il essaie d'aller chercher la minorité afro-américaine qui, sur le plan social, est extrêmement, évidemment, à gauche, mais sur le plan sociétal, qui sont beaucoup plus conservateurs. Mais ça veut dire que Donald Trump, il a réussi son coup, finalement, en nommant ces juges ultra-conservateurs à la Cour suprême. Et finalement, il y a une espèce de rémanence trumpiste là, dans le débat politique et sociétal américain. C'est autant Donald Trump que les lobbies ultra-conservateurs qui sont allés chercher Donald Trump pour lui présenter ses juges. Conservateurs et religieux, Jean-Claude. Donald Trump n'est pas un passionné de la justice et des juges, du monde juridique. C'était pas ses copains, mais il s'est arrangé en tout état de cause un certain nombre de lobbies conservateurs, religieux, se sont arrangés. Madame Barrett, elle a annoncé très clairement sa position. Elle a 7
7 ou 8 enfants, etc. Ce sont des gens qui sont extrêmement conservateurs et c'est en ce sens-là qu'il y a eu une forme de victoire non seulement de Donald Trump, mais aussi de tous ceux qui voguent, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle droite américaine. C'est cette nouvelle droite qui est très puissante et surtout qui fait qui est extrêmement efficace dans le lobbying qu'elle est capable de faire. Ils sont allés chercher Donald Trump pour ça, la Federalist Society, ça fait des années qu'ils vont chercher les juges ultra-conservateurs et la feuille de route de Donald Trump, c'est de dire, tu peux dire ce que tu veux, populiste, c'est très très bien, va chercher les ouvriers dans le Midwest, etc. En revanche, tu as un agenda conservateur, c'est d'aller chercher dans la liste de la Federalist Society les juges les plus conservateurs. Tu en nommes 3, et là, même si tu n'as qu'un seul mandat, tu vas transformer la société américaine pour des générations, parce que c'est pas un changement de droit, c'est un changement de vie et un changement de société. C'est une influence. Je reprends la question que posait Mathieu, ce qu'évoquait Mathieu sur le poids finalement de la religion, de la religion chrétienne dans certains États. Est-ce qu'on peut parler de théocratie? Est-ce que vous pensez que certains États sont sur ce chemin? Je mets des guillemets, des bémols, mais est-ce qu'il y a cette direction qui pourrait être prise par certains États? Oui, mais beaucoup plus chez les élus que dans la population, en fait. C'est des obsessions identitaires et de retour à une espèce d'âge d'or où la religion était beaucoup plus présente dans la vie des individus. On parle d'un pays où le président prête serment sur la Bible, quand même. Oui, mais la religion est à entendre aux États-Unis comme le moyen de créer faire communauté, faire du lien. Pas au sens où on l'entend dans notre laïcité. Oui, c'est plus le sacré, qu'une religion. Ça arrivera-t-il un jour? Ensuite, c'est déjà arrivé au Congrès. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les ultra-conservateurs, avec Donald Trump, ils ont une chance énorme. C'est-à-dire qu'en un seul mandat, il a la possibilité de nommer 3 juges. C'est exceptionnel. Parce qu'il y a eu un renouvellement exceptionnel, c'est ça? Oui, voilà, il y a eu exactement. De Mitch McConnell. Et puis, parce que Mitch McConnell, pourquoi les démocrates lui en veulent? Parce que Mitch McConnell, pour ceux qui ne connaissent pas bien la politique américaine, en tout cas moins bien que vous, c'est qu'il a empêché Obama de nommer un juge. Voilà, il a empêché Obama de nommer un juge au prétexte qu'il était dans son année d'élection, dans sa dernière année. Donc on aurait eu un juge progressiste en plus, et le même Mitch McConnell, pas un an avant, 5 semaines avant l'élection de Trump, autorise Trump à nommer Barrett. Donc c'est évidemment un scandale pour tous les progressistes et tous les démocrates. C'est malhonnêteté. C'est malhonnête. Et là, ils ont fait ce qu'on appelle un show vote, un peu pour le fun. Là, ils sont en train de voter, les sénateurs démocrates, pour essayer de se compter. Joe Manchin, vous savez, c'est le démocrate qui va voter du côté des républicains. Et puis vous avez 2 républicaines qui sont du côté du droit à l'avortement. Mais c'est un vote pour dire, on essaye de faire passer ça dans la loi. Je reviens, pardon, je suis peut-être un peu têtu, mais sur la question de la théocratie, c'est peut-être parce que j'ai trop regardé la série La Servante écarlate et que voilà, ça marque mes idées. Mais quand même, Jean-Claude Beaujour, est-ce que c'est un risque potentiel? Est-ce que non, vous ne croyez pas? Je ne le pense pas parce que précisément il y a une distinction à faire, me semble-t-il, entre les élus qui sont, j'ai envie de dire, comme partout, parce que de plus en plus, les élus ont tendance à regarder le sens du vent et se dire, je vais faire comme ça, parce que parfois, ça fait un peu bien. Donc, on est un peu excessif, alors que dans la population... Parce qu'il y a des électeurs pour les mettre au pouvoir sur ce programme-là. Parce qu'ils ont le sentiment que ça peut plaire à un certain nombre de groupes, alors que dans la mérite profonde et au quotidien, vous avez tout d'abord, et pour répondre très précisément à votre question, parce que vous disiez, est-ce que certains États... Moi, je crois que c'est plus fluide que cela, alors même qu'il y a des États du Sud qui ont un côté avec les idées que l'on sait, mais par exemple, on a des mouvements de population qui se font aujourd'hui, vous voyez, de la Californie vers l'Arizona, etc., qui font que j'ai du mal à imaginer que ce soit vraiment des États complètement séparés, compacts, avec des traditions si fortes. Voilà, c'est mon sentiment. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'antiféminisme et les opposants aux droits des femmes, disons les structures patriarcales de la société, ne sont pas portées que par les religieux.
religieux. C'est beaucoup plus partagé dans l'Amérique, on va dire, plutôt conservatrice, mais qui ne se reconnaît pas nécessairement dans une religiosité importante, mais qui est imprégnée de valeurs patriarcales, de traditionnalisme, mais qui a un peu la nostalgie aussi d'une Amérique des années 50, où chacun était à sa place, les femmes d'un côté, qui travaillaient pas, les hommes, etc. Et puis il y a aussi un peu cette nostalgie d'une Amérique blanche, il faut bien le dire. C'est très clair. Il y a des menaces sur ce droit, et c'est pas uniquement le droit à l'avortement, il y a une menace sur la contraception. Les mouvements féministes se battent au quotidien, et d'ailleurs on fait pression sur Joe Biden, qui est pas forcément le plus progressiste en la matière, catholique, on le rappelle, pratiquant, mais qui, enfin, dans sa carrière a quand même défendu Roe, pour qu'ils remettent en cause un certain nombre de dispositifs mis en place par Trump, et notamment pour qu'on fasse revenir la fameuse FDA, vous savez, l'agence médicale américaine au niveau fédéral, notamment sur le fait d'empêcher les femmes d'accéder à une contraception libre. Et ça, c'est très très important, parce que si vous avez en plus pas de droit à l'avortement, et qu'en plus vous n'avez pas d'accès à la contraception, un certain nombre notamment de jeunes femmes plutôt issus des minorités, ça va être extrêmement complexe. Donc il y a une réalité. C'est ce public-là qui a le plus recours à l'avortement. Il y avait un article du New York Times ces jours-ci qui en parlait. Ouais. Un public plutôt autour de la vingtaine, qui a déjà un enfant, qui n'a pas les moyens financiers d'en assumer un autre, plutôt dans les minorités, chez les pauvres. Parce que elle a moins accès à l'information, moins accès à la santé. C'est un enjeu de santé aussi, l'avortement. C'est un enjeu de défense de la santé gynécologique des femmes, parce que parfois on avorte aussi pour sauver sa vie. Ce sujet remet en lumière la fracture sociale profonde aux États-Unis, où il y a une Amérique qui gagne très en avant, et puis il y a une Amérique où les minorités sont très largement surreprésentées, avec des difficultés de tous ordres. Et le secteur, je rejoins ce qui vient d'être dit en matière de santé, la santé est un élément de grosse fracture sociale aux États-Unis, entre les minorités, mais qui constituent aujourd'hui une majorité, et puis ceux qui ont les moyens plus généralement, parce que derrière l'avortement, il y a aussi celles qui pourront, et il y a toutes celles qui ne pourront pas. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Marie-Cécile Nave, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. On est aux éditions Kalman Levy, et puis cette bande dessinée François Durper, Élysée avec un Z, évidemment c'est le Z de Zemmour, c'est chez Mourad Maurice Édition. Voilà.